Salam alaikum, Sahar Mdalkoum ou Sahar Siamkoum. Je me présente, je suis Ali Daoudi, agroéconomiste, enseignant-chercheur à l'École nationale supérieure d'agronomie de Harrach. Je commence par remercier l'Association des ingénieurs agronomes algériens qui m'a donné cette opportunité d'échanger avec vous. J'avoue que lorsque j'ai été sollicité par l'association pour intervenir sur le sujet de la sécurité alimentaire, j'ai hésité un moment. J'ai hésité parce que je me suis dit, qu'est-ce que je vais dire de nouveau ou apporter de nouveau à des agronomes qui pratiquent la sécurité alimentaire au quotidien. D'autant que ces derniers temps, la question fait l'objet d'un large débat à la fois au niveau national et international. Donc en gros, beaucoup de choses ont été dites sur la question de la sécurité alimentaire et les agronomes sont les mieux placés pour maîtriser l'ensemble des éléments de cette équation. Après, au final, j'ai accepté de répondre à cette invitation parce que je considère que c'est un espace d'échange, de partage et de réflexion, probablement qu'on peut aller plus loin que les débats publics sur la question et on peut peut-être approfondir l'analyse, notamment sur les causes profondes, les origines profondes de la situation actuelle de la sécurité ou de l'insécurité alimentaire en Algérie. Donc, je vais articuler mon intervention sur deux aspects. Premier aspect, c'est une sorte de rappel des aspects de base fondamentaux de la sécurité alimentaire en Algérie, chose que vous connaissez déjà. Je ferai ce rappel au cas où il y aurait des gens qui nous suivent et qui ne soient pas des agronomes. Deuxième partie de mon intervention, j'essaierai un peu de proposer une interprétation, mon interprétation, un point de vue sur les origines de la situation actuelle. Et je peux d'ores et déjà avancer la thèse que je défends. Je défends l'idée que la situation actuelle de la sécurité alimentaire est le résultat, si vous voulez, d'un choix ou d'une série de choix politiques qui ont été faits depuis 1962 jusqu'à aujourd'hui et qui ont été faits dans le sens de garantir une sécurité alimentaire avec un moindre effort dans la transformation de l'agriculture. On a choisi la voie facile, celle de garantir la sécurité alimentaire en approvisionnant les marchés nationaux par l'importation, en recourant aux devises du pétrole plutôt que d'investir ces ressources dans l'amélioration des performances du secteur agricole. Tout n'est pas noir et tout n'est pas rose non plus. Nous essaierons un peu de faire la part des choses très brièvement. Pour commencer, c'est quoi la sécurité alimentaire? J'imagine que tout un chacun, notamment les agronomes, connaissent déjà la définition de base qui a été produite par la FAO vers 1996 et qui considère la sécurité alimentaire comme la situation où tout un chacun, tous les habitants d'un territoire, d'un pays, lorsqu'ils accèdent à une alimentation, lorsqu'ils accèdent physiquement et économiquement à une alimentation saine, nutritive, équilibrée et qui leur garantit donc la satisfaction de leurs besoins énergétiques pour une vie, pour une qualité de vie, pour une bonne qualité de vie, là on est en situation de sécurité alimentaire. Pour faire simple, la sécurité alimentaire, c'est donc un équilibre entre l'offre et la demande, mais un équilibre inclusif, c'est-à-dire que toute la demande, est satisfaite par une offre. Et donc cet équilibre entre l'offre et la demande, mais piloté plutôt par la demande, c'est-à-dire l'offre qui s'adapte à une demande, cette situation d'équilibre, aujourd'hui, elle est observée en Algérie. Donc on peut dire que globalement, l'ensemble de la demande est satisfaite par l'offre qui est existante sur le marché. Mais d'où vient cette offre et de quoi est constituée la demande? C'est ce qu'on va essayer de voir rapidement. Donc l'offre aujourd'hui sur le marché des produits alimentaires en Algérie, elle est essentiellement composée de deux origines. L'offre de la production nationale et l'offre de l'importation. La part de chacune, elle n'est pas tout à fait maîtrisée et ça varie en fonction de la méthode d'appréciation.
Donc si on apprécie les valeurs selon une méthode qui considère les valeurs des disponibilités et on va voir la part des importations et la part de la production agricole dans la valeur des disponibilités alimentaires, on va trouver que globalement, l'agriculture, la production nationale contribue à hauteur des 2 tiers, un peu plus des 2 tiers de la valeur des disponibilités alimentaires globales. Par contre, si on considère la part de chacune de ces sources dans la ration alimentaire moyenne en kilocalories, ben on se rend compte que les importations contribuent davantage, donc à peu près à plus de 50% dans la totalité des calories des 3200 kilocalories que consomme chaque citoyen algérien, chaque habitant de l'Algérie durant une journée. Donc, en fonction des méthodes, on peut avoir des appréciations différentes de niveau de contribution de l'agriculture algérienne et des importations dans cet équilibre aujourd'hui observé sur le marché national. Ce qui compte le plus aujourd'hui, ce qui est le plus inquiétant dans cette équation, c'est que l'offre qui est assurée par l'importation dépend essentiellement des recettes pétrolières. C'est-à-dire que l'ensemble de nos importations sont couverts avec les recettes pétrolières. Ça fait une source de fragilité très importante et on ne peut que le constater aujourd'hui lorsque, dans cette situation d'effondrement des prix du pétrole. La situation aurait été moins gênante si nous avions une balance agricole équilibrée, c'est-à-dire si la production agricole nationale permettait des excédents exportables équivalents en valeur aux importations alimentaires, on pourrait dire que cette situation est moins dramatique et moins précaire que la situation actuelle. Alors, aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, nous sommes dans une situation où l'offre alimentaire est en partie assurée par l'importation et cette importation est essentiellement financée par les recettes pétrolières, une recette pétrolière très volatile et sur laquelle nous n'avons pas la main. Donc ça nous fait une sécurité alimentaire très fragile, d'autant plus lorsqu'on analyse la structure de la facture des importations, on se rend compte que nous importons l'équivalent de 8 milliards de dollars chaque année, mais c'est essentiellement des produits de base, de consommation de base, notamment les céréales alimentaires, les blés, mais aussi les céréales qui rentrent dans l'alimentation de nos bétails et qui, par ailleurs, donc fragilisent toute notre production animale. Donc, tous les maïs, et les tourteaux de soja, l'orge que nous importons, quelque part, ça détermine notre production nationale et ça la fragilise parce qu'elle devient dépendante donc de ces approvisionnements. Donc, c'est l'importance de la facture alimentaire, la source de financement de cette facture alimentaire et la structure, la composante de cette facture alimentaire en termes de produits qui est inquiétant aujourd'hui et qui mérite donc d'être corrigé. D'autant plus qu'il y a un potentiel de croissance de la production nationale pour les produits qui constituent aujourd'hui l'essentiel de nos importations. Je pense aux céréales alimentaires comme de fourrage. On peut produire, il y a un potentiel de production au niveau national, notamment dans la partie nord du pays, où on peut considérablement augmenter les performances, et vous connaissez ça mieux que moi. Deuxième composante de l'offre alimentaire sur le marché, c'est la production nationale. La production nationale a réalisé des performances remarquables les 20 dernières années. Les productions ont augmenté, les rendements ont augmenté, notamment pour certaines filières, comme les filières fruits et légumes, mais aussi les productions avicoles et aussi la production de viande aussi. Donc nous avons une production alimentaire nationale qui a beaucoup progressé, qui reste bien sûr en deçà de la demande nationale, mais qui a progressé. Par rapport à cette partie-là, en plus du fait qu'elle soit inférieure à la demande nationale et qu'il va donc falloir booster et promouvoir pour justement contribuer davantage dans la satisfaction de la demande nationale, il y a aussi un élément de précarité dans cette offre nationale.
c'est le fait qu'elle soit presque totalement dépendante ou en grande partie dépendante des intrants importés. Et quand je dis intrants, il y a tout type d'intrants. Il y a les semences, notamment pour les cultures maraîchères, mais il y a aussi les céréales alimentaires pour l'élevage, c'est les produits vétérinaires pour l'élevage, c'est les ressources génétiques pour l'agriculture, c'est l'alimentation pour l'agriculture, c'est les engrais, c'est les produits phytosanitaires, c'est les équipements agricoles. Ça fait au final, notre production agricole est adossée à un système d'approvisionnement en intrants qui lui-même est fortement lié au marché mondial. Donc on importe trop d'intrants, ce n'est pas dramatique. Dans le contexte de la mondialisation, la plupart des pays sont dans cette configuration. Sauf que les développements récents à l'échelle internationale, dans le cadre de cette pandémie que nous vivons, subissons aujourd'hui, nous font réfléchir sur notre dépendance à outrance par rapport au marché mondial en matière d'approvisionnement en intrants. Il y a certaines filières qui peuvent être sécurisées au niveau national. Il faudrait qu'on fasse une remontée des filières pour localiser au niveau de l'Algérie la production de certains facteurs de production qui sont clés, notamment les semences, notamment certains types d'intrants, de produits phytosanitaires et d'engrais et d'aliments de bétail sur lesquels nous pouvons, autour desquels nous pouvons développer des activités génératrices de richesse et d'emploi et qui garantiraient davantage et consolideraient davantage notre sécurité alimentaire. Donc globalement, aujourd'hui en Algérie, nous avons une sécurité alimentaire effective, sauf que c'est une sécurité alimentaire très fragile. Fragile parce qu'elle est adossée ou elle est assise sur des bases totalement dépendantes à la fois du marché mondial, mais aussi de nos recettes pétrolières. Ces deux facteurs sont totalement volatiles et nous n'avons pas de contrôle sur ces deux facteurs. Et donc nous ne pouvons pas dire aujourd'hui que nous contrôlons et que nous pouvons sécuriser nos approvisionnements sur le long terme du moment que nous ne contrôlons pas ces deux paramètres. Donc, il va falloir agir dans ce sens. Deuxième élément de l'équation, donc j'étais sur l'offre. Deuxième élément de l'équation de la sécurité alimentaire, c'est la demande. La demande, c'est bien sûr, elle est déterminée par la population, la taille de la population, elle-même en croissance rapide, encore en Algérie. Donc nous avons un taux de croissance qui reste très important, 141 millions, et on va être plus d'une cinquantaine de millions à l'horizon 2030. Donc il y a une croissance démographique très importante et donc une demande en produits alimentaires très importante. La demande n'est pas déterminée que par le nombre d'habitants, elle est aussi déterminée par leur pouvoir d'achat. Et le pouvoir d'achat est lui-même déterminé à la fois par les revenus, mais aussi par les prix des produits agricoles. Et sur ces deux paramètres, revenus moyens et prix des produits agricoles, l'État intervient également d'une manière très importante. L'État a mis en place un ensemble de mesures de politique publique pour maintenir les prix des produits alimentaires à des niveaux faibles, soit en subventionnant directement les produits alimentaires de base comme le lait, comme le pain et certains céréales, mais aussi en subventionnant indirectement ces produits, en maintenant l'agriculture en dehors de la fiscalité, c'est-à-dire en ne soumettant pas l'agriculture à la fiscalité, on allège les coûts de production, en subventionnant directement certains facteurs de production comme l'énergie, comme le transport, comme les crédits subventionnés pour l'investissement, comme pas mal de facteurs de production qui sont partiellement subventionnés. L'ensemble de ces paramètres font que l'État vise à maintenir les prix des produits alimentaires faibles pour augmenter le pouvoir d'achat des consommateurs. Et donc l'État agit en augmentant le pouvoir d'achat des consommateurs et donc ce qui se traduit par l'augmentation de la demande. Et d'un autre côté, il agit pour équilibrer l'offre en jouant davantage sur l'importation. Et donc l'État intervient sur les deux composantes de l'équation, l'offre et la demande, mais cette intervention généralisée a un coût très élevé et qui s'avère aujourd'hui un coût qui n'est pas tenable. Et donc
si on devait résumer, nous sommes en situation de sécurité alimentaire, mais en situation de sécurité alimentaire artificielle, précaire. La demande, elle est gonflée artificiellement par des politiques publiques volontaristes, et l'offre, elle est gonflée artificiellement par une importation être essentiellement financée par des recettes pétrolières, elles-mêmes non durables. Comment on en est arrivé là? Est-ce que c'est le cas de tous les pays qui sont dans les conditions comparables aux nôtres? Non. Les pays voisins, à gauche et à droite de l'Algérie, la Tunisie comme le Maroc, s'en sortent beaucoup mieux. Ils sont importateurs nets de produits comme les céréales, etc., comme nous. Par contre, ils ont des balances agricoles beaucoup plus équilibrées que la nôtre. Elles peuvent être légèrement déficitaires, mais elles n'ont pas connu un niveau de déficit aussi important que le nôtre. Nous sommes quasiment à un niveau de déficit de 95%. Dans les pays voisins, lorsque la balance agricole n'est pas équilibrée, elle est légèrement déficitaire, mais le déficit ne dépasse pas 15-20%. Ce qui fait que leurs importations sont essentiellement financées par des devises qu'ils gagnent en exportant des produits agricoles. Donc, ça renseigne que leur secteur agricole est performant, pareil, sur certaines filières excédentaires et qui dégagent des revenus. Donc, vous voyez que dans des conditions climatiques et environnementales équivalentes, des pays voisins s'en sortent beaucoup mieux que nous. Pourquoi on est arrivé à cette situation? Donc, je vais tenter d'apporter un élément, mon interprétation des faits, une interprétation forcément partielle. Je ne prétends pas à proposer dans cette intervention une interprétation générale, mais ce que je dis, c'est que cette situation est le cumul de décisions qui ont été prises au fil des années, durant les 50 dernières années, et qui ont un effet cumulatif qui se répercute aujourd'hui par la situation que nous connaissons. Nous avons eu un État-providence, un État nourricier, un État qui se soucie de garantir la sécurité alimentaire pour tous, très tôt. Nous avons eu la chance d'avoir, dès l'indépendance, un État qui a eu, à partir des années 70, des ressources financières essentiellement composées de recettes pétrolières. Cette manne pétrolière a fait que l'État ait fait le choix facile d'aller combler le déficit sur le marché alimentaire par l'importation au lieu d'aller faire l'investissement dans la réforme structurelle du secteur agricole. Et toutes les politiques agricoles et toutes les réformes qui ont été engagées depuis les années 60 n'ont été que partielles, du moins à partir des années 80, n'ont été que partielles et n'ont pas été rigoureusement appliquées et n'obéissaient pas à un schéma global cohérent et cohérent sur le long terme. Ce qui fait qu'on s'est retrouvé avec un environnement des affaires dans le secteur agricole qui soit composé d'incitations contradictoires et qui crée un environnement peu favorable à l'investissement, peu favorable à l'innovation. Je rappelle un fait historique qui est confirmé par l'ensemble des études qui ont été menées sur le temps long dans les pays développés et dans beaucoup de pays en développement, qui est le suivant. L'équilibre entre l'offre et la demande s'est fait de deux manières durant l'histoire de l'humanité. La première manière, ce qu'on appelle l'équilibre naturel, c'est-à-dire on est dans des contextes où l'offre est peu élastique, ne change pas beaucoup, elle est fortement dépendante des conditions climatiques, mais lorsque les conditions climatiques sont stables, l'offre alimentaire, agricole, ne s'adapte pas, n'est pas flexible pour s'adapter à l'augmentation de la demande. Et donc, on avait c'est la demande qui s'adaptait à l'offre par les famines. Lorsque la production agricole baisse, on a une série de famines et donc la population baisse et l'équilibre se fait par l'ajustement de la demande. On a aussi des situations d'adaptation par la demande, par la malnutrition et la sous-alimentation. Et donc, beaucoup de pays dans l'histoire de l'humanité
l'histoire de l'humanité est marquée par des épisodes de famine, des épisodes d'insécurité alimentaire et de sous-alimentation. L'humanité est sortie de ce modèle d'équilibre naturel à partir du moment où il y a eu l'introduction du progrès technique dans le secteur agricole. C'est le progrès technique qui a rendu l'offre agricole élastique, c'est-à-dire on pouvait augmenter l'offre agricole en fonction de la demande. Et c'est à partir de ce moment-là que l'équilibre offre-demande a été davantage tiré par une adaptation à la fois de l'offre et de la demande. Et progressivement, dans les pays développés, c'est l'offre qui s'adapte à la demande parce qu'on a atteint un niveau de maîtrise technique. L'agriculture est devenue une agriculture fortement contrôlée et donc elle pouvait s'adapter facilement à la demande. C'est ce schéma-là d'adaptation de l'offre à la demande, permis par l'existence d'un dispositif d'innovation ou d'une dynamique d'innovation technique, malheureusement, ne s'est pas installé d'une manière globale en Algérie depuis 1962. Sur certaines filières, oui, il y a eu les filières maraîchères, les filières d'élevage, plus ou moins, mais surtout les filières maraîchères, sur lesquelles il y avait une demande très forte et sur lesquelles l'État n'a jamais tenté ou a très peu tenté de les contrôler. Donc, c'est des filières qui fonctionnent selon les règles du marché et où les incitations sont plus ou moins claires. Et donc, sur ces filières-là, nous avons observé, et nous observons toujours, une dynamique d'innovation technique qui est remarquable. Les producteurs, les agriculteurs vont chercher des innovations, vont chercher des semences améliorées plus performantes, vont chercher des techniques d'irrigation performantes, vont chercher de la plasticulture pour produire hors saison, vont améliorer leur itinéraire technique. Pourquoi ils font ça? Parce que c'est rentable, parce que les prix sur les marchés varient en fonction de l'offre et de la demande. Lorsqu'il y a une offre qui n'est pas suffisante, eh bien les prix vont augmenter. Et que lorsque les prix augmentent, ça envoie un signal aux agriculteurs en disant investissez dans ces cultures parce que vous allez gagner davantage. Donc ils investissent, ils vont aller chercher des innovations et ils produisent davantage. Et c'est ainsi que nous sommes parvenus aujourd'hui quand même à avoir une sorte d'équilibre, de couverture quasi totale des besoins en produits frais, essentiellement fruits et légumes, par la production nationale. Donc, sur cette filière, nous avons un exemple type où les interventions de l'État n'ont pas trop perturbé le fonctionnement des filières, le fonctionnement des acteurs. Et donc, dans cette filière, l'innovation a été permise par les incitations du marché, par les prix qui augmentaient lorsque la demande était supérieure à l'offre et qui baissait lorsque l'offre était supérieure à la demande, en envoyant des signaux clairs aux agriculteurs qui investissent et qui continuent d'investir. Et qui investissent à la fois pour augmenter la production, mais qui investissent aussi lorsque les prix deviennent fluctuants pour maîtriser les coûts. Et donc réduire et rester solvable et rester compétitif, y compris lorsque les prix baissent. Donc nous avons dans cette filière une sorte de dynamique positive qui, certes, est marquée par des moments de crise où on a des pénuries sur le marché. On a connu ça en 2008 avec les prix de la pomme de terre qui ont atteint à peu près 100 dinars à l'époque. Mais ça n'a fait qu'envoyer des signaux positifs aux producteurs. Ils sont partis chercher de nouveaux territoires dans le sud pour produire plus de pommes de terre. Et aujourd'hui, nous sommes dans une situation où cette filière est excédentaire. Donc là, ça c'est un exemple type de filière qui a été moins perturbée par les interventions publiques. Nous avons un autre type de filière, mais à l'opposé, qui a été fortement perturbée par les interventions publiques et qui a maintenu cette filière dans une situation d'efficacité sous-optimale. C'est la filière céréale, par excellence. La filière lait aussi, mais c'est la filière céréale qui, de mon point de vue, la plus représentative des filières où on a eu une très forte, et on a encore une très forte intervention de l'État par les prix essentiellement, et qui a maintenu cette filière dans une situation d'inefficacité et on le voit, les rendements moyens sont quand même faibles, la capacité d'innovation dans cette filière sont limitées,
On commence quand même à avoir des changements dans cette filière depuis quelques années, depuis 2014, depuis 2011-2012, si ma mémoire est bonne, lorsque les prix du blé dur ont été multipliés par deux. C'est un signal qui a été envoyé aux producteurs. Beaucoup de producteurs ont commencé à augmenter leur production de blé dur parce que les prix étaient très rémunérateurs, mais ce n'est pas suffisant. La filière reste quand même, fonctionne dans des conditions sous-optimales. Alors, globalement, il n'y a pas que la question des prix, il n'y a pas que les mécanismes de prix par lesquels l'État perturbe le fonctionnement de l'agriculture. Il y a aussi la politique foncière. La politique foncière, aujourd'hui, est une politique euh, très insuffisante. C'est le moindre qu'on puisse dire. D'abord, sur les terres publiques. Sur les terres publiques, les conditions de dotation et les conditions de transfert des droits de concession sur les terres publiques ne sont pas suffisamment incitatives, ne sont pas suffisamment fluides pour permettre justement l'émergence ou la circulation des droits de concession sur un marché libre et transparent qui permettrait à ceux qui détiennent des capacités d'investissement de venir dans le secteur agricole. Nous sommes dans une situation de blocage, c'est-à-dire les terres sont entre les mains d'opérateurs, d'acteurs, les terres publiques sont entre les mains d'acteurs dont certains arrivent à les exploiter correctement et qui ont les moyens, certains veulent les exploiter mais qui n'ont pas les moyens, mais que l'État n'accompagne pas suffisamment bien, et d'autres n'ont pas les moyens, ils n'ont pas le projet agricole, ils n'ont pas la volonté de les exploiter, mais ils ne les cèdent pas correctement. Ils les cèdent sur un marché informel qui précarise à la fois leur intérêt à eux, à ces détenteurs des droits de concession, les bénéficiaires des EACEAI, et qui précarise les investisseurs aussi, qui ne sont pas incités à développer de vrais projets agricoles. Et donc, vous voyez comment un cadre réglementaire, dans le cadre du foncier, peut empêcher, en mettant des freins à la circulation des droits de concession, empêche l'arrivée dans le secteur agricole ou l'extension d'acteurs déjà installés ils n'arrivent pas à accéder à plus de terres pour augmenter la taille de leur exploitation. Donc, un cadre réglementaire peu efficace qui empêche l'émergence d'acteurs innovants, qui ont les moyens d'investir et qui ont des projets agricoles ambitieux. Ceci dit, quand je dis ça, je ne suis pas pour une ouverture totale du marché des concessions. Je suis pour une ouverture contrôlée avec des garde-fous pour éviter essentiellement les acquisitions spéculatives, les concentrations malsaines et les concentrations qui éjecteraient les petits du marché. On voudrait avoir un marché transparent qui évite, et surtout qui évite les ventes de détresse de ceux qui veulent investir dans l'agriculture, qui ont aujourd'hui la terre et qui veulent développer leur activité, mais qui n'ont pas les moyens de le faire. Ceux-là, l'État doit les accompagner par une politique de crédit, une politique d'accompagnement technique efficace pour leur permettre de concrétiser leurs projets agricoles. Sur les terres privées, je reste toujours sur le foncier, sur les terres privées, la question se pose autrement. L'État a laissé faire la dynamique de morcellement, d'individualisation et de morcellement, de sorte qu'aujourd'hui, on se retrouve avec une superficie agricole fortement atomisée en termes de droits. Donc, les ayants droit sur ces terres sont trop nombreux. S'ils divisent les terres, on va avoir des petits morceaux. Alors que la solution qu'il y a, c'est toujours le marché informel. Les gens, soit ils louent, soit ils cèdent à l'intérieur des familles, mais toujours dans des conditions de précarité qui n'incitent pas à l'investissement. Ceux qui travaillent aujourd'hui les terres privées ne sont pas nécessairement tous les propriétaires, c'est des locataires, c'est des associés, mais qui ne sont pas suffisamment incités à investir et à développer des projets agricoles ambitieux puisqu'ils ne maîtrisent pas la donnée foncière. Et sans maîtriser la donnée foncière, ils ne peuvent pas se projeter sur le long terme. Et donc ça maintient leur investissement et leur calcul sur le court terme. Là aussi, il faudrait que l'État réforme la politique foncière en mettant en place une politique
de remembrement foncier et une politique aussi de protection du patrimoine foncier privé, de l'indivision, de l'éclatement, en imposant un certain nombre de règles qui font que l'unité des terres agricoles soit préservée et que aussi émerge un marché, soit un marché à l'achat-vente, soit un marché locatif qui soit régulé, formel, aussi à long terme pour donner plus de garanties aux investisseurs. Ça, c'est un volet sur lequel j'insiste souvent parce que je considère que cette dimension est souvent éludée des débats, la dimension foncière, alors qu'elle a un rôle important dans l'équation du développement agricole. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi d'autres paramètres comme les prix dont j'ai parlé tout à l'heure. Et je reviens justement à cette question de prix administrés comme étant un facteur de distorsion des marchés qui envoie des signaux négatifs aux producteurs et qui ne les incite pas à produire. Aujourd'hui, par exemple, maintenir un niveau de prix du lait de sachet à 25 dinars est un élément qui bloque la filière lait. Les consommateurs ayant le choix entre un lait de sachet à 25 dinars et un lait de vache à 55, à 60, à 70 dinars, le choix est vite fait. Donc les agriculteurs vont se retrouver dans une situation où ils ne pourront pas écouler leur production. À 25 dinars, ce n'est pas rentable. Même à 45 dinars, à 50 dinars, la rentabilité, elle est limite. Et donc aujourd'hui, si on veut avoir réellement une filière lait qui se développe, il faudrait libéraliser, de mon point de vue, le prix du lait. L'État n'a pas à intervenir sur le prix du lait à la consommation. Par contre, l'État doit continuer à assurer ses missions de protection des consommateurs en distribuant des revenus directement aux consommateurs, des revenus spécifiques pour préserver leur pouvoir d'achat alimentaire. Ce que je dis ne doit pas dédouaner l'État de sa responsabilité en matière de préservation du pouvoir d'achat des consommateurs et toutes les catégories sociales. Mais l'intervention de l'État ne doit pas être une intervention qui produit trop de perturbations sur le marché et donc qui envoie des signaux négatifs aux producteurs. Il faudrait qu'on laisse l'économie agricole fonctionner d'une manière saine, que les prix reflètent réellement la demande et qu'après, l'État intervient sur les revenus en allant donner des subventions à qui on a besoin. Donc, ce que je suis en train de dire, c'est que l'intervention sur les prix a créé des distorsions sur les marchés qui n'envoient pas les signaux positifs aux agriculteurs et aux investisseurs pour faire les bonnes décisions d'investissement. Donc, pour résumer, sur les aspects structurels, l'État contrôle le foncier ou ne fait rien pour contrôler le foncier privé, de sorte à ce qu'il y ait des changements structurels sur les exploitations et avec l'émergence d'exploitations de taille moyenne capables d'investir et capables d'améliorer leur productivité en recours à des économies d'échelle. Et d'un autre côté, l'État intervient sur le marché, sur les prix, en créant des incitations négatives et empêche les agriculteurs de voir la vérité des prix et donc d'engager les investissements qui s'imposent pour répondre ou s'adapter à la demande réelle. Donc, l'intervention de l'État perturbe à la fois les éléments structurels, notamment via le marché foncier, et perturbe les décisions des producteurs en influençant la formation des prix sur les produits stratégiques et pour lesquels nous avons aujourd'hui un problème sérieux de disponibilité et de production nationale, les céréales et le lait. Alors, je ne peux pas terminer ma présentation sans dire un mot sur les produits pour lesquels nous sommes aussi très dépendants du marché international et pour lesquels nous n'avons pas une production nationale. Je fais allusion au sucre et
aux corps gras ou aux oléagineux. Alors, il y a tout un débat aujourd'hui sur comment réduire la facture des importations pour ces produits en substituant l'importation par la production nationale. Donc, on voudrait promouvoir une production nationale de sucre et une production nationale d'oléagineux pour réduire nos importations. Pourquoi pas? Mais l'expérience a montré, l'expérience, y compris dans les pays développés, a montré que ce sont deux filières qui, contrairement aux filières céréales et filières lait, ont un marché international qui fonctionne d'une manière très différente. D'un côté, donc sur le marché international du sucre, les producteurs, ce sont essentiellement des producteurs professionnels qui produisent pour le marché. Il y a très peu de risques que demain un État va dire « je vais cesser mes exportations de sucre pour des raisons de souveraineté alimentaire interne », comme c'est le cas aujourd'hui pour le blé, dans le cas de la Russie qui a dit « pour équilibrer mon marché, je vais arrêter les exportations ou limiter les exportations pour ne pas perturber le marché intérieur ». Parce que le blé est un produit de consommation de masse et il rentre dans la consommation de la plupart des pays dans le monde. Donc, il n'y aura aucun pays dans le monde qui va dire, enfin parmi les producteurs de sucre, qui vont dire demain on va arrêter l'exportation de sucre parce qu'on va préserver notre sécurité alimentaire. Donc c'est vraiment un bien de rente qui est essentiellement produit pour l'exportation et donc le risque sur le marché mondial sont minimes. Deuxième élément que je voudrais mettre sur la table pour alimenter le débat sur cette question, c'est les coûts de production. Est-ce qu'on est prêt à accepter à produire du sucre à des coûts très élevés et à quel coût on va le vendre sur le marché? Si demain il y a des investisseurs capables de produire avec de la betterave ou avec la canne à sucre 1 kg de sucre compétitif avec le sucre importé, pourquoi pas? Mais qu'on fasse d'abord les études et qu'on intègre dans le calcul des coûts les coûts réels et non pas des coûts subventionnés. On ne va pas leur donner de l'eau gratuite, de l'énergie gratuite, on ne va pas les défiscaliser, on ne va pas leur donner plein d'avantages fiscaux pour produire du sucre qu'ils vont vendre sur le marché national, probablement plus cher que le sucre importé, et qu'ils vont peut-être demander aussi des subventions pour le vendre à un prix accessible aux consommateurs. Donc, ce qu'il faut tenir compte, c'est que s'il y a aujourd'hui moyen, s'il y a des investisseurs capables de maîtriser les processus de production de la betterave ou de la canne à sucre, de sorte à ce qu'ils produisent du sucre pas cher, en intégrant les coûts réels des facteurs de production, pourquoi pas, ça serait une très bonne chose pour l'économie nationale. Mais si on va le faire juste dans un souci de réduire les importations ou les sorties de devises, j'invite à réfléchir sereinement ce choix. Parce que c'est un choix qui serait dans ce cas basé sur un élément conjoncturel qui est les crises de disponibilité de devises, qu'on voudrait économiser coûte que coûte, mais qui va engager des investissements colossaux dans le secteur agricole sur ces filières, des gaspillages de ressources naturelles pour des résultats qui ne seraient peut-être pas garantis. Donc prenons le temps de mûrir ces choix avant de les généraliser. J'espère que mon intervention a apporté des éléments pour un débat et je souhaite qu'on aurait une autre occasion pour échanger, débattre, répondre à certaines de vos interrogations. Je sais que mon intervention est parcellaire et partielle, elle n'est pas complète, mais j'espère qu'elle a apporté des éléments nouveaux. Je vous remercie et à une autre occasion.